Je m'appelle Adèle Rosier, je travaille au Parc national du Mercantour en tant que chargée de mission Flore et Habitat. Et moi, je suis Julie Lemairer, je suis doctorante au laboratoire d'écologie alpine à Grenoble. On vous a présenté les actions de connaissance et de conservation en faveur de la fritillaire de Maugriche dans le Parc national du Mercantour. Et moi, j'ai présenté plus particulièrement l'évaluation de l'impact de la faune domestique et la faune sauvage sur la réussite de la fructification de l'espèce. Et moi, de mon côté, je me suis plutôt intéressée à la diversité génétique des différentes populations de fritillaires de Maugriche du parc du Mercantour. Et également, j'ai travaillé sur la modélisation de la distribution future de cette espèce en lien avec les changements globaux. On a collaboré avec le CEF ou le LECA. Et l'importance de ce sujet, c'est qu'à l'échelle mondiale, l'espèce elle est présente seulement dans le Parc national du Mercantour et en Italie. Donc nous, en tant que gestionnaire, on a une grande responsabilité dans la conservation de cette espèce. Et moi, dans tout ça, j'interviens avec une thèse qui a pour but d'en apprendre plus sur cette plante, puisqu'on protège mieux ce qu'on connaît bien. Donc pendant ces 3 ans, j'espère pouvoir apporter assez de connaissances pour mettre en place des stratégies pertinentes pour pouvoir protéger cette fleur. Bonjour à toutes et à toutes. Nous, on va partir dans le Mercantour maintenant. Je me présente, je m'appelle Adèle Rosier, je travaille au Parc national du Mercantour en tant que chargée de mission Flore. Et après, ce sera Julie Lemairer qui est ici, qui est doctorante au sujet de la fritillaire. Brièvement, je vais vous présenter le parc, donc, qui fait partie des 11 parcs nationaux français. Il se trouve en région PACA, sur les départements des Alpes-Maritimes et des Alpes de Haute-Provence. Il a été créé en 1979 et il a notamment été créé pour sa richesse floristique exceptionnelle. On trouve environ, on voit pas grand-chose à cause du soleil, mais on trouve environ 2200 taxons. Et cette diversité floristique, elle est due à une diversité géologique, une diversité climatique, étant donné qu'on trouve climat méditerranéen alpin, une diversité altitudinale. Ça a été un territoire qui a joué un rôle important de refuge lors de la dernière glaciation. Et tout ça a engendré un grand nombre d'endémiques. Je vous en ai mis quelques-unes. Du coup, je vous ai mis Silene cordifolia, qui est sur le massif cristallin, Gentiana ligustica, la joubarbe d'Alioni. Je vous ai mis quand même la saxifrage à fleurs nombreuses, qui a été l'emblème du parc national lorsqu'il a été créé. Et comme on n'est pas extrémiste, je vous ai quand même mis un petit amphibien, qui est le Spélerpes de Strinati, qui vit dans les cavités fraîches et qui est endémique de l'extrême sud-est de la France. Et aujourd'hui, on va vous parler d'une toute autre espèce, une autre endémique, qui est la fritillaire de Maugriche, et qui est, comme vous la voyez, pas très bien, mais elle est vraiment, vraiment jolie. Niveau répartition, à l'échelle mondiale, elle est présente seulement dans le massif du Mercantour et en Italie. Dans le Mercantour, elle est présente vraiment, elle est répartie sur l'ensemble du Mercantour. C'est une espèce qui est protégée et qui est classée vulnérable à l'échelle régionale et nationale. Alors, où est-ce qu'on la trouve ? Elle se trouve entre 2000 et 2200 mètres d'altitude dans les pelouses d'altitude au sens large. Donc on la trouve aussi bien dans les pelouses à fétuques paniculées que dans des pelouses avec un sol un peu moins profond. Et on va la trouver dans les mélésins. Du coup, quand même, elle se retrouve dans des milieux un peu frais. Concernant son cycle de vie, il va se dérouler sur toute la période estivale, donc de mai à août, ce qui va la rendre particulièrement vulnérable. Donc l'espèce fleurit fin mai, début juin. Donc fin mai, début juin, il va y avoir des aléas climatiques dans le Mercantour. C'est le moment où il va y avoir des orages de grêle, il va y avoir des températures en dessous de zéro. Et il y a vraiment une année où sur plusieurs stations, tous les individus avaient gelé, comme on voit sur cette photo. Et il va y avoir abroutissement par faune sauvage. Donc c'est une espèce qui est plutôt appétente quand elle est en fleurs. Quand je dis faune sauvage, c'est du coup ongulé sauvage, mais on a une espèce qui est beaucoup plus terrifiante, qui va être la marmotte. Vraiment, sur notamment 2 sites, on voit vraiment que les marmottes se délectent de l'intégralité des fleurs de la station. Donc c'est vraiment... je vous laisse cette petite vidéo qui a été capturée, mais c'est impressionnant. Et donc l'espèce, elle va fructifier mi-juin, début juillet, et donc là, il va y avoir aussi l'impact de la faune sauvage. Mais là, ça va plus être sur des zones de passage. Et il va y avoir l'arrivée des troupeaux. Nous, dans le Mercantour, on a des troupeaux d'environ 1500 à 2000 bêtes et beaucoup d'ovins. Et ensuite, l'espèce, elle va arriver à maturité
30 août. Et là, il va y avoir exclusivement les troupeaux sur les stations à frétilière. Pourquoi on a commencé à s'intéresser à cette espèce? En fait, en 2019-2020, on a eu les conservatoires botaniques nationaux qui ont fait un bilan stationnel de l'espèce. Et ils nous ont vraiment alertés sur l'intégralité quasiment la plupart des stations, en fait, en nous disant qu'il y avait vraiment un faible nombre d'individus. Et donc, nous, en tant que gestionnaires, on a une grande responsabilité pour la conservation de cette espèce. Et on a commencé à travailler un peu en interne sur le succès de fructification de l'espèce. On en est venu à poser des petits drapeaux, comme on le voit sur cette photo. Il y a un petit drapeau, et en fait, on mettait des drapeaux lorsque l'espèce était en fleur, on venait fin août. Et là, en fait, on se rendait compte que fin août, on ne retrouvait pas du tout le fruit. On retrouvait tous les petits drapeaux cassés. Et donc là, on s'est dit, bon, il y a peut-être un souci. Et donc, en 2024, on a travaillé avec le CEF. Donc vraiment, je remercie grandement Yann Perret, Guillaume Papuga, John Thompson et Perrine Gauthier pour leur aide. Ils nous ont aidés à élaborer un protocole pour évaluer l'impact de la faune sauvage et domestique sur le succès reproducteur de l'espèce. Et pour ça, on a comparé des individus en fleurs puis en fruits, et surtout, on a comparé des individus en fruits en zone de défense, dans des petites cages, et ceux soumis au passage des animaux. Pour ça, en mai 2024, sur plusieurs stations, on a compté l'intégralité des individus. Donc ça faisait quelques dizaines d'individus à 250 fleurs. On leur a tous mis un petit drapeau et un petit numéro. Et on est revenu un mois plus tard, et là, on a dénombré le nombre de fruits verts, comme on voit sur la photo. Et on a mis la moitié des fruits verts en cage. Donc là, on voit des petites cages. Et ensuite, on est revenu en août, en fin de saison, et là, on a dénombré le nombre de fruits matures, et on a relevé l'intensité du pâturage, allant de 1 à 5. Et cette étude, elle nous a permis d'avoir 3 grands résultats. Le premier résultat, c'est que finalement, les aléas climatiques et la faune sauvage, ils ne vont pas avoir une grosse influence, ils ne vont pas interférer dans la première phase du cycle de vie de l'espèce, donc la phase de floraison à fructification. Là, vous avez sur ce graphique le nombre d'individus en ordonnée et ensuite le nombre de sites. Vous avez en jaune le nombre de fleurs et en vert le nombre de fruits. Et on voit vraiment qu'une grande partie des fleurs arrive à produire un fruit. Je dis une grande partie parce qu'on a l'Othion où il y a un grand nombre de fleurs qui n'ont pas fructifié, il y a eu un biais, on est passé un peu trop tôt et donc il y avait encore des fleurs et pas les fruits. Et donc on ne voit pas, mais il y a aussi un endroit où on n'a pas pu faire de second passage parce que le troupeau était déjà arrivé, il y avait des patous et on ne pouvait pas passer sur site. Ensuite, on a eu un deuxième résultat, c'est que par contre, il va y avoir un impact de la faune sauvage et domestique dans la seconde phase du cycle de vie de l'espèce, donc vraiment la maturité du fruit. Là, sur ce graphique, vous avez en haut les individus en exclos et en bas les individus soumis au pâturage. En haut, vous voyez qu'il y a une grande partie des fruits verts, en vert, qui arrivent à maturité, en rouge. Et alors qu'en dessous, sans cage, il y a vraiment une grande disparité entre des sites, avec des sites qui vont bien, comme Rocacuna, mais des sites comme le Mont Agnellino, où il y a une grande partie des fruits verts qui n'arrivent pas à maturité. Et en fait, j'arrive au dernier résultat qui permet d'affiner un peu ces résultats. C'est vraiment la réussite de la fructification, elle est directement liée à l'intensité du pâturage. Là, sur ce graphique, vous avez la probabilité des individus à produire un fruit mature. Vous avez toujours en exclos et hors exclos, qu'on ne voit pas du tout. Mais du coup, en exclos, on voit que la probabilité, elle est entre 50% et 80%, ce qui est très bien. Même si l'intensité de pâturage, elle est forte autour de la cage, il n'y a pas d'effet indirect. Si elle est protégée, l'espèce fructifie. Alors que là, on ne voit pas, mais du coup, sans protection, plus l'intensité de pâturage est forte, moins la probabilité va être grande. Et cette probabilité, elle chute à 10% lorsque l'intensité de pâturage est très forte, donc c'est-à-dire qu'à la fin de la saison, vraiment, tous les individus, toute l'herbe a été prélevée. Et en fait, cette étude, elle nous a vraiment permis de préconiser des mesures de gestion adaptées, qui est de mettre en place des reports de pâturage jusqu'au 30 août pour préserver l'espèce et lui permettre d'accomplir l'intégralité de son cycle de reproduction. En parallèle, on a fait différentes choses. On a travaillé sur la niche écologique de l'espèce. Là, on n'est pas arrivé à mettre de report de pâturage parce que voilà, c'est des longues discussions. On a continué à mettre des exclos, des cages. On a mis en culture l'espèce, on l'a mis en culture AGAP, au domaine de Charence. Donc là, vous avez
et de la fritillaire à N+1. Donc on va voir comment elle évolue et notamment quand est-ce qu'elle va fleurir, à quel âge elle va fleurir. Et en parallèle, on a fait une étude génétique sur les populations de fritillaires en Italie et française. Et c'est Julie Luméraire, qui est ici présente, qui a analysé toutes nos données. Du coup, je lui en remercie vraiment. Et elle va nous présenter tous ces résultats. Bonjour à tous, je suis vraiment très honorée d'être ici aujourd'hui. Moi, je ne suis pas une personne de terrain à la base, je suis plutôt une personne de laboratoire. Mon grand dada, c'est la génétique. Mais grâce à Adèle et sa super idée de projet de thèse, j'ai la chance de pouvoir parcourir le Mercantour et faire un petit peu de terrain et surtout travailler sur cette très très belle fleur qui est la fritillaire de Moggridge. Donc, comme elle vous l'a dit, mon premier travail, ça a été d'analyser la diversité génétique des populations de fritillaires de Moggridge du parc du Mercantour et de quelques stations d'Italie. C'était des données qu'elle avait récoltées auparavant. Alors, c'est dommage qu'on ne voit pas très bien. Je vous ai mis une carte de répartition de la fritillaire de Moggridge et pour élargir un petit peu le contexte, cette espèce, en fait on ne sait pas vraiment si c'est une espèce, elle est... oui. On la retrouve dans les Alpes en compagnie de deux autres espèces de fritillaires qui lui sont très proches, donc Fritillaria tubiformis qui est tout en haut à gauche et Fritillaria burnati qui est au milieu à gauche. Elle ne co-occure pas avec Fritillaria tubiformis, par contre elle co-occure sur certaines stations avec Fritillaria burnati. Et il y a toujours une question sur les liens phylogénétiques et taxonomiques qu'on peut trouver au sein de ce complexe. Le débat n'est toujours pas clos sur leur rang taxonomique et leurs relations. Donc c'est un des points que j'aborderai plus tard. Mes problématiques à moi, à la base, c'était de savoir quel était l'état de la diversité génétique des populations du parc en particulier, quel était le degré de différenciation de ces populations et est-ce qu'il existe une structuration génétique des populations en lien avec leur structuration spatiale. Tout ça, évidemment, dans un but d'identifier des populations qui ont plus besoin de conservation que les autres et du coup de guider les actions de conservation du parc. Alors, j'ai fait la personne qui fait un congrès de scientifiques, matériel et méthode. Donc, on a eu un échantillonnage de 4 à 8 individus par population, par Adèle, par les agents du parc et par les collègues italiens pour les stations qui étaient italiennes. Ça a été extrait et amplifié, l'ADN a été extrait et amplifié par un laboratoire, puis a été séquencé par un autre laboratoire, et moi j'arrive juste après pour analyser les résultats. Donc on a un jeu de données après les filtres qui contient 465 loci uniquement chloroplastique, on n'a récupéré que du chloroplaste, pour 142 poules d'individus. Je n'ai pas de données qui sont au niveau individuel, puisqu'en fait les différents individus d'une même population ont été extraits, amplifiés, séquencés en même temps. Donc tout ce que j'ai, c'est une vision globale des fréquences alléliques et de la diversité dans une population. Voilà. Bien sûr, on pourra faire plus par la suite, mais c'est déjà un bon début. Donc, si on regarde ce tableau dans lequel j'ai noté le nombre de loci polymorphes par population, on se rend compte que finalement la diversité génétique intrapopulation, elle est très faible. Interpopulation, elle est faible aussi, hein, vous verrez plus tard que finalement il n'y a pas beaucoup de différenciation. On a quelques populations pour autant qui restent très diversifiées par rapport aux autres. On a notamment la population 24, donc qui correspond à Lotion, on a la population 25 qui correspond à Ciruole et on a la population 29 qui correspond à Rocacuna, qui sont manifestement, qui ont beaucoup plus de loci polymorphes que les autres. Par rapport à Fritillaria tubiformis, on voit que la fritillaire de Moggridge, elle est beaucoup moins diverse que son taxon frère, on va dire ça comme ça, pour l'instant on en est là. Donc on ne sait pas ce qui se passe pour l'instant, mais j'ai quelques hypothèses que je vais vous présenter pour expliquer cette origine du polymorphisme très remarquable de ces trois populations. Donc ici, j'ai fait une ACP sur les fréquences alléliques de mes populations. Tout à gauche, vous avez toutes les populations et sur la figure de droite, vous les avez toutes sauf la 24 et la 25 que j'ai exclues parce que quand on regarde sur la figure de gauche, on voit que les populations 24 et 25 qui sont vraiment tout à droite de leur graphique, elles tirent en fait tout l'axe PCA1
Et c'est elles en fait qui vont porter la majorité de la variance qu'on va trouver au niveau génétique si on prend toutes les populations. Et si on les exclut, en fait, on se rend compte qu'il y a assez peu de distance entre ces populations en termes de fréquence allélique. On a quelques groupes qui se détachent. On a par exemple 21, 22, 23 comme populations qui correspondent aux populations d'Isola 2000, donc qui ont l'air de former un cluster plutôt cohérent. On a également la population 20, qui est une population qui est vraiment très isolée tout au bout en Italie, d'ailleurs avec très très peu d'individus. Donc on a finalement très peu de structures géographiques, mais seulement pour quelques populations. Donc finalement, moi je m'attendais à avoir quelque chose de beaucoup plus structuré, et ce n'est pas le cas. Mais par contre, on est sur du chloroplaste, donc peut-être que la diversité génétique, là, à ce niveau-là, elle est sous-estimée. Ensuite, donc ici, ce qu'on a, c'est qu'on a les fréquences des allèles de référence. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail parce que ça ne nous intéresse pas. Pour chaque population et pour chaque position dans le génome chloroplastique. Alors, SNP indel, ne vous en occupez pas, c'est simplement des marqueurs différents, ils ne nous apprendront rien aujourd'hui. Et ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a les populations 24 et 25, donc, où on a les deux grands raies rouges qui sont très très proches de la population 30, qui est le grand ray rouge du fond. Donc finalement, on a des fréquences alléliques dans ces populations 24 et 25 qui ressemblent énormément à celles de la population 30, alors que la population 30, ce n'est pas la fritillaire de Moggridge, c'est la fritillaire du Dauphiné, donc Fritillaria tubiformis. Ah, ok. Donc on a deux populations qui manifestement ont un chloroplaste qui correspond plus à du Fritillaria tubiformis qu'à du Fritillaria Moggridgii. Elles sont plus proches de tubiformis que des autres populations de fritillaires de Moggridge. On a une autre particularité qui est la population 20, donc c'est la population qui est très isolée. Ça doit être effectivement dû à son isolement et aussi au fait qu'il y a assez peu d'individus, donc il doit y avoir une dérive génétique assez forte dedans. Et on a la population 29 qui a un très fort polymorphisme, donc c'est celle qui est juste à côté de la population 30 tout au bout. On voit qu'elle est beaucoup plus claire, ce qui indique des fréquences alléliques beaucoup plus éloignées de simplement 1 ou 0, comme c'est le cas pour les autres populations. Et hop. Pour comprendre pourquoi, je vous ai remis cette carte. Et ici en bas, vous voyez deux photographies que j'ai prises avec mon directeur de thèse cet été à Siruol, ce printemps, pardon, à Siruol, où on a observé, je ne sais pas si vous voyez très bien, plusieurs individus qui avaient des caractères intermédiaires, donc soit qui étaient très jaunes, mais avec une tessellation pourpre très marquée, soit qui étaient pourpres à l'extérieur, mais complètement jaune doré à l'intérieur, ce qui n'est pas du tout caractéristique d'aucun des trois taxons dont je vous ai parlé. Et sur les points où j'ai trouvé ces individus, on a trouvé ces individus, normalement il y a un point qui est noté comme étant un point de fritillaire de Burna, donc Fritillaria burnati, sauf qu'on ne les a pas trouvés, donc sont-ils là? Et mes analyses génétiques indiquent plutôt un croisement avec la fritillaire du Dauphiné, donc Fritillaria tubiformis, qui pour autant n'est pas du tout occurrente dans la région. Donc si jamais il y a eu une hybridation, un événement d'hybridation, il est ancien et il a peut-être été gommé ensuite pour beaucoup d'autres individus de Siruol ou d'Othion par exemple, avec peut-être quelques reliques ici qui pourraient encore exprimer un peu du génome de Fritillaria tubiformis dans leur couleur. C'est une hypothèse, on a encore besoin de vérifier tout ça. Ensuite, comme j'avais un petit peu de temps, pardon, j'ai oublié quelque chose. Oui. La population 29, donc Rokakuna, elle qui est un petit peu particulière, elle est réellement en sympatrie avec Fritillaria burnati. Donc là, moi, je suppose qu'il peut aussi y avoir des événements d'hybridation et un reste de génome de Fritillaria burnati dans le génome de Fritillaria Moggridgii, sachant que je ne peux pas le prouver avec ce que j'ai, parce que je n'avais absolument aucun élément génétique de Fritillaria burnati dans mes analyses. Ce n'est qu'une supposition. Il faut encore le prouver, mais ça a l'air plutôt bien parti, puisque effectivement, on les trouve à côté, à 10 mètres l'une de l'autre. Par contre, je n'ai pas trouvé de forme intermédiaire. Visuellement, je ne les ai pas vues. Ensuite, comme j'avais du temps, Adèle m'a demandé si je pouvais modéliser la distribution de la fritillaire de Moggridge actuellement et dans le futur, donc ce que j'ai fait. J'ai utilisé des variables bioclimatiques à une résolution de 1 km², puisque pour le futur, on n'a pas mieux. Alors, je sais que pour une espèce qui est aussi localisée, ce n'est pas idéal, mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc, j'ai utilisé plusieurs variables bioclimatiques ainsi que des variables topographiques. Et pour les occurrences, j'ai utilisé les relevés en France et en Italie qui sont plus anciens que les années 2000. Et j'ai eu la chance de pouvoir avoir des absences réelles pour faire mes modèles.
Donc voici ce qu'on observe, il y a juste une petite erreur, ce n'est pas le pourcentage de modèles prédisant une présence, c'est la proportion de modèles. D'accord ? Donc ce qu'on voit, c'est que mes points noirs, c'est là où j'ai effectivement des fritilleurs de Moggridge. Tout ce qui est orange, c'est là où j'ai 85% de mes modèles au moins qui sont d'accord pour dire qu'actuellement, elles devraient occurrer à ces endroits-là. Vous voyez bien que là, la fritilleur de Moggridge, elle ne remplit pas du tout toute la niche qu'elle devrait pouvoir occuper. Donc ça peut être lié au fait que c'est une assez mauvaise colonisatrice, peut-être qu'il y a eu des extinctions locales, peut-être qu'il y a eu de la stochasticité qu'il faudra expliquer. Ça, ce sont des hypothèses que j'ai et que je n'ai pas encore explorées. Et ce qui est assez amusant également, c'est que toute la partie qui est plus vers la gauche, ces endroits-là, qui sont bien orange, si on pointe les individus de Fritillaria tubiformis, ils se trouvent exactement là. Donc il y a l'air d'avoir une similitude de niche, en tout cas entre ces deux espèces, sachant que je n'ai pas du tout utilisé de point de Fritillaria tubiformis pour faire ce modèle. Donc, question à creuser encore. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est le futur. Et là, le futur, il n'est pas très optimiste pour les populations du Nord. Donc, vous voyez bien que les petites populations dans le Nord, elles sont plutôt dans des accords de modèles qui sont à 25%, ce qui n'est pas beaucoup. Et je ne suis pas dans le scénario futur le plus catastrophique. Je ne suis pas non plus dans le plus optimiste, dans un truc intermédiaire. On s'en sort un petit peu mieux dans le sud et en Italie, mais il n'empêche qu'on va pouvoir identifier des populations de fritilleurs de Moggridge qui ont vraiment besoin de conservation. C'est important de mener des actions pour mitiger cet effet du réchauffement climatique et surtout de la fonte des neiges. Parce que la variable la plus importante que j'ai utilisée et qui m'a permis de faire ces modèles, c'est la fonte des neiges. Donc pour poursuivre ce travail, j'ai eu la chance de bénéficier d'un financement du parc du Mercantour pour une thèse de 3 ans et je vais aborder ces 4 axes. Donc d'abord, je vais travailler sur la taxonomie intégrative du complexe Fritillaria tubiformis. Donc quand je dis intégrative, c'est des données génétiques, des données environnementales, de la niche, pourquoi pas de la chimio-taxonomie si on veut. Ensuite, je vais travailler sur l'histoire évolutive du complexe, comment est-ce qu'il s'est scindé, pourquoi est-ce qu'on a colonisé ou pourquoi est-ce qu'on n'a pas colonisé, où est-ce qu'on a colonisé, si j'arrive à remodéliser tout ça. Mon 3e axe, ça va être de continuer à travailler sur le devenir des populations des fritilleurs du Moggridge dans le parc du Mercantour face aux changements globaux, donc que ce soit les changements climatiques, changement d'usage des sols, intensité de pâturage, donc pour aider les gestionnaires à prendre des décisions stratégiques pertinentes pour la conservation de cette espèce. Et ma dernière question, ce sera de travailler sur la biologie de la reproduction de cette fleur, parce qu'on ne connaît pas ces pollinisateurs, et si ces pollinisateurs disparaissent, eh bien, ma foi, elle ne va pas très bien s'en sortir non plus. Enfin, en fait, on ne sait pas vraiment si elle recrute tant que ça par année. En fait, on ne sait pas grand-chose sur cette fleur. Donc, j'ai beaucoup de questions auxquelles répondre pendant ces 3 ans. Et si vous avez des questions, d'ailleurs, je peux vous attendre tout de suite avec Adèle. Elles sont formidables, hein, vous ne trouvez pas? Oui, moi c'est une question parce que je n'ai pas fait de génétique et je n'ai pas compris pourquoi le fait que ce soit le chloroplaste, ça pourrait faire que la diversité génétique est sous-estimée. Alors, c'est simplement parce que le génome chloroplastique, il évolue moins vite que le génome nucléaire, donc forcément, si on prend un même temps d'évolution, il va accumuler moins de changements que le génome nucléaire, c'est tout. Moi, j'ai une question pour Julie aussi. En quoi la fonte des neiges, c'est aussi important pour cette espèce? Alors, là, Adèle, elle pourrait répondre aussi avec moi. C'est que la fritilleur de Moggridge, en fait, c'est une espèce qui va fleurir très tôt dans la saison. Dès que la neige, en fait, elle fond, elle va recommencer son cycle. C'est une géophyte, donc elle a un bulbe, elle va se remettre à pousser. Et si c'est son année de fructification, de floraison, pardon, elle va produire une fleur et elle va fleurir très tôt. Le problème, c'est qu'un déneigement qui va être précoce, ça peut la mettre en danger. Par exemple, elle peut ensuite être soumise à des gels tardifs, sur une plus longue période. Peut-être aussi avoir un manque d'eau, parce que si la neige, elle fond plus tôt, alors on aura moins de stock d'eau dans le sol, parce qu'il faut que la neige, elle fonde à un certain rythme pour avoir un stock d'eau suffisant pour cette plante.
Et comme elle a un très très gros génome et qu'elle a un bulbe, on a une suspicion qu'elle a quand même des besoins en eau assez importants. Ça reste une hypothèse de ma part, mais et moi, dans mes modèles, vraiment, ce que je vois, c'est que le paramètre qui est le plus important, c'est pas la température annuelle, c'est pas les précipitations, c'est vraiment la date à laquelle ça déneige. Ouais, bonjour, bravo pour ta présentation. Je reviens un peu sur la question de Gabriel. Peut-être que c'est pas toi qui as fait le choix, mais pourquoi avoir choisi des gènes chloroplastiques, sachant que ça évolue moins vite, et pourquoi pas repris du nucléaire, surtout quand on fait de la génétique de pop, généralement on prend du nucléaire. Donc voilà, ça se trouve c'est pas ton choix, mais c'est un peu étonnant. Non, c'est pas mon choix à la base. À la base, moi, je n'existais absolument pas dans le paysage quand cette étude a été faite, enfin, quand l'échantillonnage a été fait et quand le choix de protocole a été fait. Il n'empêche qu'à la base, ce qui devait être fait, c'était de faire du nextrad, donc c'est-à-dire d'aller couper dans le génome quel qu'il soit, que ce soit nucléaire ou que ce soit chloroplastique. Donc à la base, le but, c'était de récupérer des marqueurs à la fois chloroplastiques et nucléaires. Il s'avère que le génome de la fritillaire de Moggridge, comme celui des autres fritillaires et de pas mal de liliacées, est absolument énorme. Et que forcément, retrouver des fragments avec une assez bonne couverture, c'est pas évident, sauf quand ils sont chloroplastiques. Et la boîte de bioinfo qui a fait le séquençage a choisi de ne prendre et de ne fournir ensuite que les marqueurs qui étaient chloroplastiques, certainement parce que les nucléaires n'étaient pas suffisamment bien couverts ou qu'il n'y en avait pas assez. En tout cas, je leur ai posé la question, ils ne m'ont jamais répondu. Voilà. Donc, c'est aussi la raison, c'est la taille du génome de la fritillaire qui a probablement fait capoter le côté nucléaire de cette manip. Voilà. J'aurais deux questions en fait, différentes, une pour chacune des intervenantes. Pour Adèle, au sujet de l'impact des troupeaux, bon alors ils mangent les fruits, d'accord, mais qu'en est-il de l'intoxication par les nitrates? Parce que 1500 têtes sur une parcelle, ça fait quand même pas mal de choses. Du coup, ce qu'on a vu, on n'a pas étudié le nitrate, mais ce qu'on a vu, c'était pas forcément l'abrutissement qui avait un souci, c'est en fait le passage des animaux. Donc quand on a 1500 brebis, les stations, elles sont vraiment au milieu de l'alpage, donc il va vraiment y avoir cet impact des troupeaux qui passent et de cassage des individus. Ça va vraiment être ça qui est déterminant. Et au niveau du nitrate, on va sûrement continuer à travailler sur le sol, mais voilà, il y a forcément un enrichissement du sol et potentiellement un impact sur l'espèce. Merci. Et pour Julie, donc, la tête de Ciriole, c'est un endroit où il y a effectivement la Fritillaria burnati. En tout cas, il y en avait une dizaine d'années. Je les ai cherchés, je ne les ai pas trouvés. Peut-être qu'elle fleurit avant, je ne sais pas. Peut-être. Mais elle est très précoce. Mais quoi qu'il en soit, il m'a semblé, à moins que j'ai mal compris, il m'a semblé que dans les analyses, il y avait la tubiformis, mais pas burnati. Donc est-ce qu'il est possible que le génome étranger qui est dans les chloroplastes, il puisse provenir de burnati et simplement qu'il soit très semblable entre burnati et tubiformis? Exact. C'est pour ça qu'il faut encore que moi je fasse mes analyses sur les 3 taxons, parce que dans mon axe 1, je suis allée rééchantillonner les 3 taxons à une trentaine de localités entre la France et l'Italie, justement pour comprendre un petit peu les liens entre tous ces taxons. Et peut-être qu'effectivement, le génome chloroplastique de Fritillaria burnati est peut-être très proche de celui de Fritillaria tubiformis. Peut-être qu'il y a eu une capture chloroplastique entre Fritillaria tubiformis et Fritillaria burnati, puis ensuite ça a été transmis à Fritillaria moggridgei. En fait, l'histoire, on ne la connaît pas, et pour l'instant, on en reste à un stade vraiment d'hypothèse. En tout cas, ce qui est surprenant, c'est de savoir qu'il y a des points de Fritillaria burnati et qu'en fait, dans les analyses, je ne retrouve que des traces de tubiformis parce que je n'ai que tubiformis en termes d'autres taxons de référence, si vous voulez. À la base, il servait simplement d'outgroup, ce taxon, le Fritillaria tubiformis, juste pour pouvoir aligner toutes mes populations de Fritillaria moggridgei et, surprise, on a trouvé la capture chloroplastique à laquelle on ne s'attendait pas. J'ai une toute petite question, qu'est-ce que ACP? Une ACP, c'est une analyse multivariée en fait. Vous imaginez bien que attendez, je vais... Pouf. Vous imaginez bien qu'avoir 400 loci, donc des positions dans le génome chloroplastique, ça fait beaucoup de variables en fait.
Et ça fait un très très grand tableau. Et si je veux pouvoir représenter mes individus les uns par rapport aux autres, je vais pas faire un graphique où j'ai 460 axes. C'est pas possible. Donc en fait, une ACP, c'est une analyse multivariée qui permet de réduire ce nombre d'axes à 2, de façon à maximiser la différence entre groupes. Évidemment, ça en gomme une partie, mais ça maximise la différence entre les groupes, c'est tout. Je passe de 460 axes à 2. Ou 3 ou 4 si on préfère, mais c'est-à-dire que voir en plus de 3D, c'est un peu compliqué. Et là, 2, ça suffisait largement, parce que si vous regardez, mon axe 1, il tient 93,97% de la variation que j'ai dans mes groupes. Donc c'était largement suffisant d'avoir 2 axes. Merci beaucoup. Bravo.